Nadal au service. Et ce mec vient de réaliser son rêve parce que c'est une putain de légende. Hello. J'espère que vous allez bien, j'espère que ça va, que vous êtes en forme. Du coup, petite émission, hein. Petite émission au calme, on est entre nous pour la première fois. On va voir, je vais essayer de pas raconter trop de conneries non plus. Même si, bon, comme d'hab, hein, il y en aura un peu. Pour vous réexpliquer un peu le concept, enfin vous expliquer même, vu que c'est une première, une grande première, le but va être de parler d'un athlète, du coup, professionnel, une légende en l'occurrence, vu que l'émission s'appelle The Legend, pour parler un petit peu de son parcours, mais surtout de ses enseignements. Et puis on va voir un petit peu, on va apprendre des trucs sur le man. Et le man, quel man! Parlons de Rafael Nadal, cette légende. Putain, quel boss. Bon, pour vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, je vais vous parler rapidement du coup un petit peu de sa carrière, et après on va surtout parler de sa tête, de son mental, car il a un mental de fou furieux. Et puis une fois qu'on aura parlé de son mental, je vous expliquerai un peu 2-3 trucs quelles sont un peu ses spécificités et comment vous pouvez utiliser ces spécificités dans d'autres domaines et pourquoi ça vaut la peine de travailler sur ces points-là. Voilà en gros pour vous expliquer. Maintenant que j'ai dit ça, revenons à ma tronche, parce que c'est moi qui raconte l'histoire. Hop, bim, Rafa. Qui est ce mec? Alors pour faire très simple, on va juste commencer par quelques chiffres. Rafael Nadal, c'est 36 ans. Ok, donc plus tout jeune le man. Mais 36 ans pour 22 victoires en Grand Slam. Pour vous expliquer, ceux qui ne savent pas ce que c'est les victoires en Grand Slam, globalement, il y a 4 événements qui sont importants dans une année dans le domaine du tennis. Et c'est très simple. Ces 4 événements, c'est l'Australian Open, Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Globalement, c'est les 4 trucs de fou sur l'année. Putain, ce mec est une légende sur terre battue. On parle un peu vite fait, juste de son palmarès sur terre battue, juste à Roland Garros. Roland Garros, globalement, donc il participe pour la première fois à Roland Garros en 2005. Il gagne Roland Garros. 2006, il gagne Roland Garros. 2007, il gagne Roland Garros. Oui, en gros, pour faire très simple, il perd 3 matchs à Roland Garros dans toute sa carrière. Et il l'a gagné, que je dise pas de bêtises, il l'a gagné 2, 4, 6, 8, 14 fois. C'est 14 Roland Garros, globalement. Mec, épais sur Roland Garros. Globalement, c'est 112 victoires pour 3 défaites à Roland. Voilà quoi. On peut dire que le mec aime la terre battue. Donc, certes, il est chaud sur terre battue, mais pas que. Parce qu'il fait quelques titres sur terre battue, mais on va pas se mentir qu'il a aussi le record de titres. Donc, le mec est aussi allé chercher du Wimbledon, de l'Australian Open, de l'US Open. Revenons au début de Rafa. Donc, Rafa, né à Manacor en 1986. Pour ceux qui ne savent pas où est Manacor, si vous êtes parti un peu en vacances à Palma de Majorque, c'est là-bas, c'est à côté, c'est carrément à côté. Et quand il est petit, du coup, il est fan de foot et de tennis. D'ailleurs, pour la petite histoire, il est plus fan de foot que de tennis quand il est jeune. Et en gros, à 12 ans, il se rend compte que faire du foot, du tennis à haut niveau, c'est un peu galère. Donc, il doit faire un choix de qu'est-ce qu'il privilégie. Et il choisit le tennis. Enfin, il choisit. On le pousse un peu vers le tennis et il choisit à moitié. Dans le sens où il fait du coup le tennis principalement parce que son oncle détient le club de tennis de Manacor et qu'il le pousse un peu dans cette voie-là. Et puis d'ailleurs, il va devenir du coup son coach par la même occasion
au fur et à mesure. Et puis après, coach qui ne va pas quitter du coup jusqu'à aujourd'hui. Mais du coup, ouais, assez rapidement, en fait, il est bon dans le foot, il est vraiment bon dans le tennis. Et son oncle, il est là. Bon, le frérot, viens par là, viens par là. On va faire de toi une légende, mon gars. Donc voilà. C'était assez vite vu avec l'oncle. Parce que, après, on va pas parler pendant 20 ans de son oncle, mais globalement, c'est un mec qui a tout fait pour que Rafa puisse puisse rentrer dans le panthéon du tennis, globalement. Parce que lui, c'était son rêve et il y est jamais arrivé. Donc voilà. Pour continuer, du coup, donc il fait, quand il est jeune, en gros, il est chaud, il déchire tout. En 2001, il rentre dans le circuit ATP à l'âge de 15 ans. Et il rentre dans le top 100 2 ans plus tard, donc à 17 ans en 2003. Et il va gagner du coup son premier tournoi majeur, la première fois qu'il y participe du coup à Roland Garros, comme je vous l'avais dit. Et Roland Garros d'ailleurs qui va terminer, mais je crois qu'il le gagne en 2005, 2006, 2007, 2008. Donc il gagne les 4 années d'affilée, mais lui le rêve de Rafa, c'est Wimbledon. Et ce qui se passe, c'est que du coup en 2005, pour la première fois du coup, non pour la deuxième fois, il va à Wimbledon. Il se fait sortir au deuxième tour, mais dès 2006, il arrive en finale. Il perd en finale en 2006, il perd en finale en 2007, il perd face à Federer en 5-7. Il prend donc il perd 7-6, 4-6, 7-6, 2-6, 6-2. Donc un match de malade. Et c'est une finale qui l'a beaucoup marqué parce que il avait grave le seum de perdre cette finale parce que c'était son rêve. Il estimait de toucher son rêve du doigt et malheureusement ça n'a pas fonctionné pour lui. Et d'ailleurs, il le dit, c'est qu'en 2007, le problème qu'il a, c'est que mentalement, il n'est pas prêt à gagner, dans le sens où il voit Federer plus fort que lui à Wimbledon et il se voit pas encore le battre en fait. Mentalement, il le dit direct, c'est je me sens pas assez fort, je me sens pas assez bon en fait pour pouvoir battre ce gars. Et du coup, malheureusement pour lui, il va du coup s'incliner assez lourdement du coup dans le dernier set. Et à noter que en 2007, Federer, il est à sa 5e victoire à Wimbledon. Globalement, il est à la maison. Lui, il est peinard, il a le canapé et tout. Enfin, globalement, c'est chez lui, hein, on va pas se mentir. Donc, 2007, du coup, défaite. Mais Nadal, l'esprit revanchard. Il revient en 2008, il fait demi-finale à l'Open d'Australie, il gagne le Roland Garros et on arrive du coup après à Wimbledon qui va du coup essayer de gagner. Il se retrouve à nouveau en finale du tournoi de Wimbledon. Qu'est-ce qui va se passer? On se le demande. Donc là, on est sur le point final. Il s'est passé que des dingues. Nadal a gagné, je crois que c'est 6-4, 6-4, 6-7, 6-7 dans les 2 derniers sets. Et là, on est à point du match sur un tie-break. Nadal au service. Et ce mec vient de réaliser son rêve parce que c'est une putain de légende. En 2007, il se sentait pas prêt mentalement à le battre parce qu'il le voyait plus fort que lui. Et la première chose, qui est un peu le premier enseignement qu'a eu Nadal du coup pour gagner son titre en 2008, c'est de savoir estimer son adversaire à sa juste valeur le jour J et rentrer dans une bataille mentale. Je m'explique. Ce qui est le problème qu'il avait du coup en 2007, c'est que honnêtement, il croyait pas vraiment en ses chances et il voyait Federer meilleur que lui. La vérité, c'est que Federer, sur l'herbe, il est meilleur que lui. Genre, il n'y a pas photo. Le gars est trop fort. Il y a juste pas match. Désolé, mais il n'y a pas match. Donc, le gars est trop fort. Donc,
forcément, Nadal, ils sont un peu en dessous. Mais c'est pas parce que Federer est meilleur sur herbe que Nadal peut pas le battre une fois. La vérité, c'est que tu prends un Mario Kart, bah, tu vois, Zelda, Mario Kart, je l'explose, mais 100 fois. On fait 100 games, je l'explose 100 fois. Non, ça marche pas. Non, sur 100 games, je sais pas, je pense que je l'explose, allez, 95 fois. Et peut-être qu'il me bat 5 fois, parce qu'il est vraiment éclaté. Oui, oui, je t'explose, Zelda, désolé. Désolé, tu seras mon cobaye cette fois. Mais donc, sur 100 games, imaginons que je te bats 95 fois, mais que tu es capable de me battre 5 fois. Le problème, c'est que si on joue une finale et que sur les 5 fois que tu me bats une fois en finale, bah, tu gagnes le tournoi. Vraiment, ce qui va compter, c'est le jour du match, quel va être le niveau que va proposer ton adversaire et le niveau que tu vas proposer. Et généralement, typiquement dans le cas de Nadal et Federer, il y a une différence de niveau, mais elle n'est pas non plus catastrophique. Nadal l'a bien compris et c'est quelque chose qu'il a changé dans sa mentalité du coup entre 2007 et 2008. C'est que en rentrant dans le match, il se dit pas honnêtement je suis en dessous de Federer et il y a de bonnes chances qu'il me batte, j'ai peu de chances de gagner. C'est qu'il se dit honnêtement notre niveau est relativement proche et en fait ce jour-là ce sera 50-50, on verra qui est le plus en forme, c'est tout. Et ça, c'est une mentalité qu'il faut vraiment intégrer. Je pense typiquement, pour reprendre un exemple de Zelda, mais je pense typiquement à des matchs qu'on a pu faire avec Zelda quand je le coachais du coup chez Sbey. Il y a des games où tu joues contre des équipes qui sont plus fortes que toi, quoi. Elles sont allées plus loin. Je suis clairement fan de toi. Elles sont allées plus loin par exemple en Open Tour. Les mecs sont chauds, ils ont déjà gagné des étapes, etc. Et nous, on est dans une situation où on est du milieu de tableau, on est un peu moins fort. Et là, le problème, c'est que forcément, c'est assez humain, c'est que tu te dis, bon, bah voilà, ils sont meilleurs que nous, on va essayer de faire le max, mais on a peu de chances de gagner. Sauf que la vérité, c'est que tu sais pas quel niveau va avoir l'équipe d'en face. Il y a moyen que les mecs en face, typiquement ton vis-à-vis, pour continuer jusqu'au bout sur l'exemple de Zelda, typiquement le vis-à-vis de Zelda au bot, bah, s'il est fatigué, je sais pas, il a mal au ventre, il a des mauvaises sensations, il est saoulé, peu importe, bah, à ce moment-là, ça va pas coller. Il va pas être bon et il va être en dessous de son niveau habituel, qui est meilleur que celui de Zelda. Mais si Zelda il est à fond et que l'autre il est à moitié, bah Zelda il le démonte. Parce que Zelda c'est pas une merde quand même, faut le respecter un peu. Je suis d'accord qu'à Mario Kart il pue, mais à LoL quand même, faut le respecter. Le plus intéressant je pense dans tout ça, c'est que bon, chacun arrive avec un niveau plus ou moins élevé au moment du jour J, hein, donc que ce soit tout ce qui s'est passé avant en fait, hein. La fatigue, mal au ventre, mauvaises sensations, enfin ça peut être n'importe quoi, avoir mal mangé la veille, n'importe quoi qui peut diminuer ou améliorer ton niveau de jeu, que ce soit avoir des super sensations à l'échauffement la veille ou à l'entraînement de la veille, etc. Donc tout ça, ça a un impact sur le niveau de jeu, mais en tant qu'adversaire, t'as pas d'impact sur le niveau de jeu de ton adversaire sur l'avant, à moins que tu sois en karting et que t'aies crevé les pneus du mec d'à côté. Ce qui est pas très fair play, on va pas se mentir. Mais normalement, t'es pas censé avoir d'impact à ce niveau-là. Par contre, une fois que du coup t'es sur le court, là il y a un truc. Là, il y a un truc que tu peux faire sur ton adversaire. Donc le but, c'est quand tu rentres dans un match, il faut avoir un plan pour faire en sorte, éventuellement, de faire baisser le niveau de l'adversaire. Donc pas seulement jouer à ton meilleur niveau, mais aussi trouver une solution pour faire baisser le niveau de l'adversaire. Et typiquement dans ce match-là à Wimbledon en 2008, qu'est-ce que fait Nadal ? Son objectif, c'est de jouer sur revers un maximum. Bon, là, il joue un point, enfin, il essaye de tenter un coup gagnant. Donc forcément, il joue long de ligne. Mais sinon, tout le long, vous allez voir, là, il joue croisé sur le revers. Il force 1, 2, 3 fois sur revers. Là, il a tenté de finir le point, il n'a pas réussi. Il revient sur revers. Il va revenir encore sur revers. Là, sur service, donc Nadal est en haut, du coup, cette fois-là. Donc là, sur service, qu'est-ce qu'il fait ? Il sert côté revers, du coup, de Federer, parce qu'il sait qu'il est moins à l'aise sur revers. Donc, il force sur le revers. Et du coup, Federer, il est pas con, hein. Ce qu'il fait aussi, c'est que Federer, du coup, il se décale un petit peu sur le côté gauche du court, pour lui, pour que si Nadal, il le met pas bien côté revers, il puisse quand même la prendre en coup droit.
Et là, dès qu'il décale fort sur revers, il arrive à bien appuyer. Et en fait, les retours, c'est pas hyper facile à lire pour quelqu'un qui suit pas le tennis, hein. Mais vu que les retours de Federer sont moins puissants sur revers, Nadal a plus d'opportunités d'attaquer, comme il l'a fait là. Bon, on va juste revenir un peu en arrière. Donc là, il met bien sur revers. Son retour, il est pas top. Et du coup, Nadal, qu'est-ce qu'il fait? Il retente d'attaquer. Et là, il a voulu finir. Bon, Federer a réussi à bien sauver la balle. Et puis bah après, le point continue. Et puis Nadal va tenter un petit drop shot qui malheureusement s'arrête dans la bande. Voilà. Nadal, il a un plan de jeu qui est défini. Et il joue avec ce plan de jeu. Et il a raison de le faire. Il vise tout le temps revers. Et en fait, ça lui permet de se créer des opportunités parce qu'il sait que c'est moins bon côté coup droit, enfin côté revers pour Federer. Bah en fait, ouais, je comprends ce que tu dis, Zelda. C'est que oui, les tirs deviennent obvious, mais en fait, c'est appuyer sur un point faible. En gros, oui, t'es lisible, donc au bout d'un moment, tu deviens trop lisible et tu peux pas faire ça tout le match. C'est pour ça qu'il fait pas que sur revers, parce que sinon, au bout d'un moment, bah en fait, Federer il reste juste à gauche et il fait que de jouer revers, ou même mieux, il s'adapte et il tourne autour de son coup droit en se mettant bien à gauche et en retapant coup droit derrière. Donc ça, forcément, il peut pas faire que ça, Nadal. Mais par contre, si tu pousses sur le point faible, bah quand l'autre commence à s'adapter, bah du coup tu vas pouvoir jouer de l'autre côté, tu vas avoir plus d'espace côté coup droit, donc pouvoir mettre des coups gagnants côté coup droit. Et le fait de beaucoup jouer du coup sur revers va faire que, tu vois là typiquement, parce que justement tu me parlais du fait que ça devient trop lisible. On est d'accord que ça devient lisible. S'il fait que de jouer à gauche, sur le côté gauche de Federer, donc Federer qui est de nouveau en bas, hein, s'il fait que de jouer sur le côté gauche de Federer, c'est sûr que c'est cramé. Et là quand tu vois le placement de Federer, honnêtement, il y a des chances. Lui, il s'attend à ce que ça parte par là. Et en fait, là, il décroise complètement. Federer est en retard. Donc Nadal rejoue à gauche. Il force à gauche. Federer reste beaucoup à gauche. Et Nadal a des opportunités du coup de punir. Bon, là, il se rate parce que c'est pas un fan de volley, hein. Il aime pas trop venir à l'intérieur du court, Nadal. Mais du coup, il force beaucoup sur revers pour décaler Federer qui est pas hyper à l'aise. Et puis, du coup, ça lui donne des opportunités de punir. C'est quand même n'importe quoi les rallyes qui se mettent, hein. Les mecs sont quand même trop chauds, hein. On va pas se mentir. Donc vraiment le but est de considérer que même si l'adversaire est plus fort, moins fort, globalement quand tu rentres dans une game, vu que tu connais pas l'état de forme de ton adversaire et que tu connais à peu près le tien, bah tu es censé être sur du 50-50. Yo Vincent, tu es censé être sur du 50-50. Trouve un point faible, appuie dessus pour que lui, son niveau de jeu diminue. Et puis que toi, tu gardes le niveau de jeu le maximum possible. Donc ça, c'est le premier point. C'est vraiment savoir appuyer là où ça fait mal chez l'adversaire, qui est un truc qu'on n'a pas forcément tendance à faire, surtout contre les équipes ou les joueurs qui sont plus forts, parce qu'on se dit, il est meilleur, alors je vais juste essayer de faire le max pour pas perdre. Non, trouver un moyen de gagner, c'est important. Et le deuxième point qui a aussi mené à la victoire du coup de Nadal en 2008, là c'est un petit peu différent, c'est pas du travail d'une année sur l'autre, c'est vraiment un travail de fond qu'il fait depuis toujours. C'est travailler une routine et avoir une routine pour performer. Parce que c'est très bien de faire chavirer l'adversaire, mais il faut aussi avoir une routine pour pas chavirer nous dans les moments importants, dans les gros matchs, dans les situations où tu as de la pression. Et là, franchement, Nadal, c'est l'exemple parfait de la routine. Donc, en gros, pour analyser, là, on est vraiment sur une routine qui est spécifique soit entre les jeux, soit au service, pour rester concentré et rester dans son match. Au service, regardez ce qu'il fait. Il se remet le short, il se touche le boule, il se touche les épaules, le nez, les oreilles, et après il serre. Systématiquement. Il fait toujours ça avant un service. Vraiment systématiquement. Et en plus là il le rate. Mais du coup il fait systématiquement ça avant un service. Bon là du coup vu qu'on est sur de la terre battue, il tape les chaussures. Voilà. Il se touche le cul
les épaules, avec les bouteilles. C'est trop. Bref, ce gars, c'est trop. On va pas se mentir, ce gars, c'est trop. En fait, il fait ça pour plusieurs raisons. Il y a 2 raisons principales. C'est que, si tu crées une routine où tu fais tout le temps la même chose, généralement, c'est comme tout dans la vie, quand tu fais toujours la même chose et que tu le répètes souvent, généralement, tu as le même résultat. Quasi dans toutes les situations, tu as le même résultat. Donc, le fait de répéter une routine et d'avoir toujours le même mécanisme qui s'enclenche au moment de servir, du coup, il va tout le temps servir de la même manière. Donc, le but est du coup d'avoir un service qui est toujours bon, qui est jamais qu'il se plante, qu'il fasse pas trop de double faute, etc. Et sa routine, ça lui permet aussi de rester concentré, dans le sens où si tu es focus sur mettre en place une routine, donc là typiquement si tu es concentré sur te toucher le cul, te toucher les épaules, le nez, les oreilles, remettre les cheveux en place et servir, tu penses pas à ce moment-là du coup à ah ouais, il y a 15 000 personnes autour. On est dans un point serré, on est à 40-40. Il faut absolument que je prenne l'avantage sur ce service parce que sinon, il peut me breaker et c'est pas bon. Enfin, voilà. Il y a toutes ces choses-là qui rentrent en compte et qui peuvent perturber du coup le service. Pour ceux qui ont déjà fait un peu de tennis, clairement, le moment où vous servez, tout peut vous déconcentrer. Vraiment, c'est une catastrophe. Quand vous êtes dans un point qui est un peu important, quand vous avez peut-être un bruit, un oiseau qui passe, tout peut déranger. Et franchement, quand vous êtes dérangé, généralement, votre service, il est claqué au sol. Vraiment. C'est assez terrible d'ailleurs. Donc, du coup, vraiment, il faut à ce moment-là avoir ce truc de au service, il faut être le plus concentré possible. Et la routine permet de rentrer dans ce tunnel où tu te concentres parce que tu es ok, je dois me toucher les... C'est trop bizarre de dire ça. Je dois me toucher les épaules, je me gratte le nez, je me touche les oreilles et je sers. Et du coup, tu n'es pas déconcentré au moment de taper la balle de oh putain, c'est 40-40, quel service je vais faire, etc. Le mec, il a son plan de jeu, il est défini, il sait comment il doit servir. Il a tout le temps la même routine, du coup, il n'est pas déconcentré. Et ça aide de ouf. Globalement, hyper important de créer des routines. Et là, on parlait des routines en match qui sont un peu ridicules et un peu marrantes. Mais faut savoir que Nadal, c'est quelqu'un d'assez anxieux et stressé dans la vie. Donc, il a beaucoup changé sa manière d'être, en fait, pour la compétition. Et il a créé, en fait, plein de routines. Donc il a une routine pour entre les jeux avec sa bouteille d'eau, il a une routine pour le service, mais il a aussi des routines genre les veilles de grand match. La veille de grand match, il essaye systématiquement de cuisiner parce que ça l'aide pour sortir, pour pas se concentrer sur le stress de demain il y a un gros match, il faut que je sois en forme, etc. Il cuisine, du coup ça lui permet de se focaliser sur autre chose. Et du coup d'éviter de se mettre une pression mentale, de se fatiguer, etc. Ça c'est la première chose. Ensuite, le jour du match, il mange toujours la même chose. Je crois que c'est en 2006, je dirais. Je sais plus. À ses 18 ans, il participe à un gros tournoi, à l'US Open. Et l'US Open, c'est là-bas du coup pour la bouffe. Ils mangent toujours généralement dans l'enceinte de l'US Open du coup. Il y avait plein de trucs trop stylés à bouffer. Il bouffait du chocolat à balles et tout. Il a eu une indigestion de ouf. Il a failli perdre son match à cause de ça. Du coup, depuis, il a même mis en place une routine pour éviter d'être malade, éviter l'indigestion et pour maximiser ses performances du coup par la suite. Et il faut savoir que le repas de Nadal du coup avant chaque match, c'est des pâtes blanches sans rien d'autre avec un verre d'eau. Le mec a une vie de merde. Voilà, je vais pas vous mentir, ça a l'air éclaté comme plat. Je kiffe les pâtes, hein. Mais juste des pâtes blanches, c'est nul. C'est horrible. Enfin bref, 1 heure avant le match, il fait toujours la même chose. Douche froide, se faire masser, il s'habille et ensuite il met le grip lui-même sur les 5 raquettes, un grip blanc qu'il met dans son sac et après il prend son sac et il se dirige vers le terrain. Il dit que
c'est tellement maîtrisé, calculé pour faire en sorte qu'il soit à l'aise et qu'il se prépare mentalement à performer, que n'importe quelle petite chose qui peuvent le sortir en fait de sa routine, il déteste en fait parce qu'il sait que ça peut avoir un impact sur sa performance, au point même que typiquement à Wimbledon, il y a un protocole. À Wimbledon, il y a même quelqu'un qui prend ton sac et qui va le poser du coup directement sur le banc. Et ça, il kiffe pas parce qu'il a l'habitude de poser son sac lui-même sur le banc. Donc au point, c'est dire à quel point il est rigide entre guillemets dans ses routines. Et c'est quelque chose qui lui a vraiment permis de rester constant, concentré. Et c'est ce qui fait la force aussi de Nadal, c'est que c'est quelqu'un, il est rarement mauvais sur un terrain. Quand il joue, même blessé, même fatigué, même quand il est pas dans un bon jour, etc., il reste bon et dangereux. Et ça, c'est notamment grâce aux routines qu'il a mis en place qui font que avant un match, il est prêt mentalement à jouer. Et en fait, si physiquement il n'est pas au top, dans sa tête, il est quasi à chaque fois au max. Et s'il n'est pas au max, il est à genre 80% minimum. Il n'est pas à 50% ou à 20%. Donc ça, c'est hyper important de genre avoir une routine parce que ça te permet d'avoir toujours un niveau qui est très similaire en termes de performance quand tu commences à jouer. Parce qu'après, comme on l'a vu, du coup, dans le jeu, ça peut évoluer en fonction du plan de jeu de ton adversaire, de ton plan de jeu, et puis tes capacités aussi à trouver des solutions et de gérer mentalement les difficultés que tu vas rencontrer en match. Mais par contre, au moment de rentrer, c'est la routine vraiment qui va tout définir. Donc vraiment hyper important du coup les routines à ce niveau-là, parce qu'en fait, ça crée un cadre connu où tu rentres dans ce tunnel de la concentration. Et ce cadre qui te fait rentrer dans ce tunnel où tu te focalises sur les choses qui te permettent d'être concentré dedans, ça te permet d'être performant. Et du coup, t'évites de penser à d'autres trucs qui sont stressants, anxiogènes, etc. Typiquement, dans le cas de Nadal, c'est genre juste je vais jouer devant 20 000 personnes pour une finale. Ce serait peut-être bien que je sois au maximum de ma forme. J'ai une embrouille avec ma meuf la semaine dernière. N'importe quoi qui peut te déconcentrer. Le fait d'avoir une routine, ça permet de rester ancré dans le moment présent, éviter l'anxiété et éviter de se perdre du coup dans le passé ou le futur. Du coup, pour vous parler, donc là on a parlé pas mal de Wimbledon 2008, mais du coup il faut savoir qu'en 2009, l'année suivante, il n'a pas pu jouer à Wimbledon parce qu'il était blessé. Il avait une tendinite au genou. Et point hyper important, c'est que ce mec a eu 25 blessures dans sa carrière, je crois. Peut-être même plus maintenant parce qu'il a eu encore quelques blessures là cette année. En gros, il a toujours eu pas mal de problèmes avec ses genoux. Il a une maladie dégénérative, le syndrome Müller-Weiss, qui est c'est au niveau du scaphoïde, qui est un os du pied. Globalement, c'est une déformation qui fait que ça vient appuyer sur non pas une artère, mais des vaisseaux sanguins qui font que l'os est pas bien irrigué, ce qui fait que l'os pourrit à l'intérieur du pied. Pas ouf l'ambiance. Donc du coup, bref, il a pas mal de problèmes. Et il a pas mal de problèmes de blessures. Donc en fait, il a tendance à beaucoup jouer blessé ou hors de forme parce qu'il sort de blessure. Il y a des jours où vous ne serez pas à votre maximum, vous ne pourrez pas être à 200%. Mais il va quand même falloir jouer. Et dans ces conditions, comment est-ce qu'on gère ? L'important, c'est typiquement dans la carrière de Rafa, il a joué plusieurs fois blessé ou pas en forme. Et c'est comment est-ce qu'on arrive à bien mal jouer ? Comment est-ce qu'on fait pour, quand on n'est pas à 100%, quand même plutôt bien jouer ? Et pas, typiquement, si je vais vous faire un truc visuel, ça va être dégueulasse, mais bref. Imaginons que votre meilleur niveau, il soit là. Il faut que votre pire niveau, il soit le plus proche possible de votre meilleur niveau. Même si vous n'êtes pas bien, aujourd'hui, il faut que vous soyez proche de votre meilleur niveau. Parce que si votre meilleur niveau, il est là-haut même, imaginons il est au-dessus de la cam, on ne le voit pas, mais que votre pire niveau, il est en dessous de la cam, ça veut dire que à chaque fois que vous vous sentirez pas bien, vous allez perdre automatiquement. Alors que si votre meilleur niveau, il n'est pas exceptionnel,
mais que vous avez un mauvais niveau, entre guillemets, qui est très proche, vous allez quand même battre plus de 50% des joueurs que vous rencontrez. Et typiquement, dans le cadre du tennis, vous allez aller quasi systématiquement en quart de finale quand vous êtes là. Mais par contre, si vous êtes comme ça, bah, allez, peut-être vous allez gagner un tournoi sur une très bonne semaine. Mais par contre, le reste du temps, vu que vous êtes très bas, bah en fait, vous allez forcément vous faire sortir soit au premier, soit au deuxième, soit au troisième, soit au quatrième tour pour X ou Y raison. Et Nadal l'a très bien compris et le fait très bien. C'est qu'en fait, certes, il n'est pas toujours au mieux physiquement à cause de ses blessures, etc. Mais il a cette capacité à, au travers aussi de ses autres outils, hein, de ses routines, de ses plans de jeu, et puis de sa capacité à croire en lui, eh ben, il va pas trop en faire parce qu'il sait que physiquement, il peut pas taper la balle comme un ouf, il peut pas rentrer des winners et des coups gagnants à chaque fois. Mais il se dit, ok, moi je suis à l'aise sur mon coup droit, je sais que c'est mon point fort, je sais qu'en face, si je joue long, il va pas apprécier, ou si je joue court, il va pas apprécier. Donc je vais appuyer sur ce point-là et je vais tout donner sur ce match-là et on verra, c'est 50-50 que le meilleur gagne. Et ça, c'est hyper important. Et typiquement, l'exemple que je vais vous montrer, c'est l'Australian Open 2022. Pour ceux qui n'ont pas suivi, l'Australian Open, du coup, c'est le premier tournoi majeur dans l'année, donc des grands chelems, avec du coup, le premier c'est l'Australian, ensuite il y a Roland Garros, puis Wimbledon, et à la fin l'US Open. Et donc là, cette année, la tournée des grands chelems commence avec l'Australian Open. Et Nadal revient là en début 2022, après une année 2021 très compliquée. Sa fin de saison, c'est très simple, elle se termine en août 2021. Donc très tôt, beaucoup trop tôt même. En gros, en 2021, il fait un début d'année où il est titré à Rome, puis à Barcelone, pendant la période où, en gros, c'est la période plutôt autour de Roland Garros, où en fait, ça joue beaucoup du coup sur terre battue, qui est sa surface de prédilection, pardon. Donc il gagne ces 2 titres, mais par contre, il perd à Roland Garros parce qu'il n'est pas méga en forme. Et il perd très vite quelques tournois et il tire un trait sur la saison au mois d'août, ce qui veut dire qu'il ne participe ni à Wimbledon, ni... non, je crois qu'il participe un peu à Wimbledon, mais après Wimbledon, il se retire et il participe pas à l'US Open. Et en vrai, les grands joueurs de tennis, ils essayent toujours d'être là aux grands rendez-vous qui sont les grands chelems. Et du coup, très, très étonnant, enfin, c'est vraiment qu'il est pas bien que du coup Nadal se retrouve dans cette situation. Et du coup, il redébute sa saison à Melbourne pour le premier match du coup en janvier 2022. Et à ce moment-là, il bat, il joue le tournoi et il bat Maxime Cressy, qui à ce moment-là est 112e ATP au classement mondial ATP. Ce qui veut dire que, bon, il n'a pas joué les meilleurs. Il s'est remis un peu en confiance en jouant un peu au tennis pendant, je crois que le tournoi dure à peu près une semaine. Du coup, à l'ATP Melbourne, c'est un ATP 250, hein, donc c'est un petit tournoi entre guillemets. Et il arrive à l'Australian Open. Honnêtement, il n'est pas en forme. Il n'a pas vraiment de match référence depuis presque un an. Il est honnêtement, enfin, il n'est pas du tout attendu comme favori. Il est pas bien. Mais n'empêche qu'il fait une super impression parce que certes, il n'est pas en méga forme, mais il donne son maximum, il joue tous les coups à fond et il arrive de fil en aiguille à passer 1, 2, 3, 4 tours. Il se retrouve en quart de finale contre Denis Shapovalov, qui est à ce moment-là, je crois, en top 5 et 10 mondial, un truc comme ça. 4 heures de match, il est éreinté à la fin du match, mais il arrive à gagner en 5-7. Il bat Matteo Berrettini en 4-7 et il se retrouve en finale contre Daniil Medvedev, qui est du coup le russe qui à ce moment-là est 2e mondial. Et s'ensuit un match de fou. On est dans le premier set. Nadal perd 4-2, du coup il y a 2-4 dans le premier set. Il sert et du coup son but va être de revenir le plus tôt possible.
Et c'est pour ça que je vous dis que ça se voit un peu qu'il est hors de forme. Donc il fait déjà une première faute sur son premier service. Puis comme vous voyez, toujours la même routine. Il s'essuie à gauche, à droite. Et là, du coup, il sert son deuxième service. Ça commence bien. Déjà la faute. Donc déjà, en gros, il n'est pas en méga forme. Je vous passe les moments où il ne se passe pas grand-chose. Il faisait aussi super chaud au Grand Prix d'Australie. Au Grand Prix d'Australie. Oh les gars, je suis matrixé par la F1, désolé. À l'Open d'Australie, pardon. Et Nadal suait à grosses gouttes. Ouais, au GP. Il suit à grosses gouttes pour vous dire, à 2-2, il y a du personnel du coup de l'Open d'Australie qui a dû aller nettoyer le sol à côté de Nadal parce que c'était trempé et qui glissait. Donc le mec est cramax de chez cramax. Donc 2 doubles fautes en plus, là il fait. Tu sens qu'il n'est pas en forme. Porté par le public par contre, ça s'il y a bien un truc qui l'a aidé sur ce match-là, c'est que le public était fou. Donc bref, il arrive enfin à se remettre dedans. Et pour ceux qui ont déjà vu beaucoup jouer Nadal, ce coup droit, c'est pas du vrai Nadal. Je vais pas vous mentir. Un coup droit, donc, il joue long, il joue sur revers, parce que pareil que Federer, Medvedev est moins solide sur revers. Il fait beaucoup de fautes en fait sur revers, Medvedev. Et typiquement Nadal essaye d'appuyer sur revers. Et Medvedev est juste meilleur en fait. Genre il est vif, il est sur ses appuis, il arrive à aller chercher les balles, il est bon. Et Nadal n'est pas typiquement la grosse force de Nadal, c'est que il frappe fort en fond de court et généralement il arrive à se créer des opportunités en frappant fort, comme on a vu tout à l'heure avec Federer. Il frappe tellement fort, il frappe tellement bien et il force, il pousse le mec dans ses retranchements, ce qui fait que ça lui donne des opportunités pour pouvoir attaquer. Il est tellement cuit. On est à 5-2, hein. On n'a même pas fait un set. Le man change de t-shirt, remet un bandeau. Le gars, il est en sueur, il est cramax. Bon, je vais pas vous montrer tout le match du tout parce que c'est beaucoup trop long. Mais à un moment donné, donc il perd 6-2. Il perd 7-6 du coup le deuxième set. Mais en fait, juste, il donne le maximum qu'il a. Et peu importe qu'il perde ou qu'il gagne, il se bat sur chaque point. Et en fait, au bout d'un moment, Medvedev, à force de devoir se battre sur chaque point pour revenir, pour aller chercher Nadal, pour réussir à l'attaquer, pour le prendre, en fait, la tendance s'inverse. Medvedev commence à se frustrer. Medvedev commence à fatiguer aussi. Nadal, il est cuit depuis le début. Donc bref, ce qui est important du coup à retenir, c'est que vu que Nadal, il se donne à fond et qu'en fait il joue à 80% de ses capacités, enfin il est à 80% de ses capacités physiques, mais mentalement il se donne à 100% et il compose avec le fait qu'il soit à 80% de ses capacités en tentant pas que de mettre des énormes gouaches, ce qu'il est capable de mettre en temps normal. Il joue fond de court avec des coups droits qui sont assez relevés pour pas prendre trop de risques parce que il peut pas. Il n'a pas le jus, pour le faire. Il essaye de faire courir Medvedev et de jouer pas mal sur son revers parce qu'il sait que lui, il est mort et qu'il peut pas trop courir. Donc d'ailleurs, il y a même certaines balles, on le voit pas là, mais dans le match, je vous le dis, il y a certaines balles, il va même pas les chercher parce qu'il sait qu'il est trop cuit. Mais du coup, Nadal, au final, son niveau, il est resté assez constant tout le long du match. Mais Medvedev a commencé à faire des erreurs parce qu'il s'est frustré. Il a essayé d'accélérer les points pour les finir plus tôt. Parce que là, du coup, ça fait plus de 5 heures qu'il joue, du coup, à ce moment-là. Donc, Medvedev aussi, il est cuit. Mais Nadal, il se défonce, il se donne au maximum. Il essaye juste de survivre, entre guillemets. Et puis, ça passe ou ça passe pas. Et en l'occurrence, là, il arrive à gagner 6-5. Donc, breaker Medvedev et servir pour le match. Et on va se le mettre parce que putain, quel bonheur, hein. J'adore le tennis. En vrai, on pourrait juste regarder des finales, ça me régalerait. Je kifferais de ouf. Un de ces quatre, on va juste se poser, on va se mettre sur Twitch et on va regarder des finales. Donc on avance. Bref, il prend des temps de pause méga longs. D'ailleurs, ça je l'ai pas noté, mais il prend des temps de pause méga longs pour essayer de respirer parce que justement, il en peut plus. Il est cramé. Et là, du coup, il sert pour le match.
Et pareil, il va se donner à 100%, jouer offensif mais sans forcer son jeu parce qu'il sait qu'il n'est pas assez fort. Typiquement là, ses coups droits, généralement il les met hyper profonds, ils sont hyper puissants. Là il n'arrive pas, donc juste il accepte. Medvedev du coup est un peu plus offensif et il va essayer de trouver des failles et de le faire courir, de le faire tourner. Et Medvedev fait des erreurs et il pousse en fait Medvedev à l'erreur sur son revers là, sur ce coup-ci, qui est clairement son plan de jeu, hein. Ce qui est bien, c'est que je me souviens pas de la fin de ce match. Mais donc du coup, bah là, pareil, un bon service sur le revers en plus, là, je crois. Du coup, ça fait 30. Et pareil, bah, il est pas au mieux, mais il arrive quand même à aller chercher un solide ace là-dessus. Et là, 3 balles de match. Et là, il met tout. Et c'est gagné! Putain, quel plaisir. Quel boss ce mec. Et du coup, il gagne l'Australian Open après avoir pas été sur les cours pendant quasi 7 mois et avec une préparation catastrophique et en étant comme jamais hors de forme. Patrick Mouratoglou, qui est un grand coach, qui est d'ailleurs français, sauf erreur, qui est un grand coach de tennis, hein. Il a sa propre académie, il a coaché énormément de monde dans le domaine du tennis. C'est vraiment une légende. Et il a clairement dit, c'est que genre, même lui était choqué de voir ce retour de Rafael, de Nadal. Et il le dit clairement, ça résume bien la carrière de Nadal. Cette capacité à, même quand il n'est pas dans un bon soir, réussir à composer avec le fait que bah, c'est tout de suite accepter de « Ok, je suis pas au max », bah on va faire au max de mes capacités du jour. On va donner le maximum qu'on peut donner aujourd'hui et pas le maximum que j'ai pu proposer par le passé, que j'estime pouvoir proposer. C'est vraiment aujourd'hui, je suis capable d'aller jusque là. Et alors on va aller chercher cette limite. En tout cas, je vous remercie. C'était grave cool. Je me suis un peu posé là en fin de live. Je me suis un peu effondré sur mon siège et tout. Mais franchement, ça a fait grave plaisir. C'était vraiment stylé. Et puis bah, je vous souhaite une super soirée et on se dit à très vite. Allez, ciao les bros. La bise.